Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Charles Garabédian, donc je suis gynéco-obstétricien à Lille. Et on fait cet atelier, nous, dans le cadre du DES de gynéco-obstétrique, où pour nos internes, on leur fait une journée entière sur l'écriture d'un article, de sa thèse, et puis aussi, on va voir un petit peu de la recherche biblio. Alors l'objectif là, c'est vraiment de faire quelque chose d'interactif. Vous n'hésitez pas à me couper en plein milieu si jamais vous avez des questions ou des points que vous voulez que peut-être j'aille un petit peu plus loin. Alors pour commencer, bien sûr, quand on va commencer sa thèse ou commencer un papier, eh bien, la première chose, c'est de savoir l'idée. L'idée, c'est forcément, soit on est sur son canapé et on se dit d'un coup, j'ai une idée de génie, mais en général, c'est pas forcément ça, et l'idée, elle vient quand même plutôt de votre encadrant. Alors après, il faut savoir si c'est une bonne idée. Et ça, c'est finalement, vous allez voir, le point le plus important, c'est quand vous commencez votre thèse ou quand vous commencez un sujet, c'est de bien faire la biblio. La biblio, bien sûr, il y a PubMed, je ne vais pas vous apprendre l'existence de ce site. Ça va vous permettre d'aller chercher les articles clés, de savoir si c'est original, l'importance des études qui sont déjà publiées, et puis surtout, après, on va voir ensemble le plan expérimental, puisque finalement, il ne faut pas être malin pour écrire, il faut toujours respecter les mêmes règles et les mêmes choses. Et alors ça, c'était quelque chose que j'avais appris quand j'avais fait mon Master 2, et je trouvais ça assez vrai. Quand il n'y a pas d'article sur le sujet, quand vous tapez, je veux dire n'importe quoi, déclenchement et siège, et que vous ne trouvez aucun sujet, soit vous avez une idée de génie, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout une idée de génie, c'est juste qu'en fait, vous avez une idée de merde. Donc il faut changer de sujet. En tout cas, c'est important de bien faire cette biblio. Et pour ça, moi, je vous donne ces trois sites. Alors bien sûr, il y a PubMed, eTop. Est-ce que vous connaissez ou pas ? Alors eTop, c'est un serveur, je crois, qui est de Rouen ou de Caen, je ne me souviens plus, et qui vous permet de taper le mot-clé et d'avoir la traduction après en anglais, ce qui vous permet d'avoir le mot mèche pour pouvoir faire votre recherche sur PubMed. Donc par exemple, si vous mettez déclenchement, vous tapez déclenchement sur Google, Trad, il va vous mettre Trigger. Trigger, c'est pas du tout ce qu'on utilise sur PubMed et dans les articles médicaux, c'est induction. Et donc ça, eTop vous mettra directement la traduction. L'autre site, je ne sais pas si vous le connaissez, ScienceHub. Alors évidemment, je n'ai pas le droit de vous en parler puisqu'il est interdit en France. Donc je vous demande de ne pas m'enregistrer quand je vais vous en parler. Mais c'est un site où vous tapez le PMID de l'article et vous avez quasiment tous les papiers en PDF. Alors c'est un site russe créé par une Arménienne. Alors, on ne sait pas s'il n'y a pas des petits virus quand même dans les PDF, donc c'est pour ça que moi je ne le prends pas sur mon ordi perso que sur ceux de l'hôpital, comme ça c'est moins grave. Et en tout cas, aujourd'hui, ScienceHub est plus donc autorisé en France. Il faut prendre un brouilleur de VPN. Moi, je me connecte en tant que VPN de Hong Kong ou de je ne sais pas où, quoi. Et comme ça, vous avez accès à ScienceHub, et du coup, vous avez accès à toute la biblio que vous voulez. Alors la biblio, clairement, c'est le nerf de la guerre. Il faut être progressif. Vous n'allez pas pouvoir vous faire tous les sujets, tous les articles que vous avez sur la thématique. Et puis, essayer de venir peut-être des plus récents pour revenir en arrière et surtout d'aller voir les articles clés. Si vous travaillez sur le siège, eh bien, évidemment, il faut aller lire le papier d'Anna dans le Lancet. Et donc, il faut aller rechercher les plus gros papiers. Et on va voir ensemble après comment on peut savoir si c'est une belle ou une mauvaise revue. Donc il y a le New England, le Lancet, Obstet Gynecol, la JOG, le British, tout ça c'est vraiment les plus grosses revues en gynéco-obstétrique et en général. Et puis n'oubliez pas d'aller regarder quand même s'il n'y a pas des recos de l'HAS, de la Cochrane, ou alors les recos du CNGOF, parce que les recos du CNGOF, ça vous fait toute votre biblio déjà pour votre sujet. Alors il faut connaître bien quelques articles à fond, et on va voir ensemble après l'importance avant de se lancer dans son recueil notamment. Tout faire sur PubMed et utiliser un logiciel de gestion des références, Zotero. Est-ce que vous connaissez Zotero ? Ça vous dit quelque chose ? Donc Zotero, c'est quelque chose de gratuit. Et puis, je vais vous donner un exemple d'une thèse d'une interne que j'avais encadrée, où on s'est posé la question du ballon de tamponnement intra-utérin dans la prise en charge des HPP d'accouchement par voie basse. Et je vais vous montrer après Zotero. Donc, on commence, on va sur PubMed, donc on tape les mots-clés qu'on allait chercher sur eTop, et donc là, vous voyez, vous avez les 5 premiers articles qui vont sortir. Très rapidement, vous pouvez assez facilement sélectionner ceux qui vont être intéressants à lire ou pas, parce que évidemment, il ne faut pas les lire tous ces 5 articles.
Vous regardez le premier publié dans l'American Journal. Ok, celui-là, vous le cochez, c'est forcément un article probablement de bonne qualité. Le dernier, c'est un British, en plus c'est une équipe française, donc clairement, c'est intéressant. Quand on regarde le reste, American Journal of Perinatology, c'est un journal de daube, donc ce n'est pas celui que vous allez regarder en premier. Ensuite, vous regardez, ma question, c'était dans l'accouchement par voie basse. Là, dans le titre, j'ai césarienne. Donc tout de suite, ce n'est pas un article qui va m'intéresser. Et puis le dernier, c'est l'utilisation d'un préservatif dans une population égyptienne. Bon, du coup, vous voyez bien que tout de suite, ce n'est pas votre BACRI ou votre BTC ou autre, c'est une autre population. Donc vous voyez, rien qu'en regardant facilement juste les titres et un peu les journaux, eh bien, vous pouvez déjà sélectionner quels articles vous allez lire et surtout lesquels éventuellement vous les mettez de côté dans Zotero, mais ce n'est pas ceux que vous allez lire à fond au début. Alors Zotero, c'est indispensable. C'est un logiciel qui est gratuit, vous allez sur le site de Zotero, vous téléchargez l'application que vous pouvez mettre sur votre ordi et ensuite il est implémenté dans Word aussi, ce qui fait que vous allez pouvoir créer au fur et à mesure vos références. Alors là, vous voyez, c'est une capture d'écran de mon Zotero. Moi, en fait, dès que je lis un article, eh bien, je le mets dans une catégorie. Alors, vous voyez, la première, j'ai fait une thèse sur les agressions sexuelles et violences faites aux femmes. Et ben voilà, je me crée un dossier et hop, dès que je vois un article là-dedans, je le rentre dedans. Et par exemple, pour ballon de tamponnement intra-utérin, eh bien, vous voyez, là, c'est tous les articles que j'ai pris au fur et à mesure sur le ballon de tamponnement intra-utérin. Vous allez dire, oula, ce type est extrêmement psychorigide, un petit peu, mais en gros, c'est pour bien s'organiser, pour pouvoir retrouver facilement après votre biblio. D'accord? Et puis après, dans vos sous-groupes, par exemple, si vous faites ballon de tamponnement intra-utérin et vous voulez voir accouchement voix basse, vous faites un sous-répertoire, accouchement voix basse et un autre césarienne, enfin voilà. Donc Zotero, indispensable. Alors, une fois que vous avez l'idée, que vous avez déjà regardé un petit peu la biblio, forcément, vous allez vouloir formaliser un petit peu cette idée. Et là, c'est toujours très important. On est vraiment encore en amont. On n'a pas commencé le recueil, on n'a pas commencé ses fiches, etc. Il faut d'abord faire l'état de l'art, savoir si votre question, elle est intéressante ou pas. Et puis après, et ça, c'est vraiment hyper important, c'est le temps le plus important que vous devez avoir avec votre encadrant, c'est de vous poser les questions avant de commencer. Donc, c'est ce que j'appelle la fiche étude, avec le synopsis, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi la problématique, c'est quoi la problématique spécifique, c'est quoi l'objectif de mon travail. Comme ça, dès le début, on définit ensemble le cadre, et après, je vais vous montrer ce tableau de synthèse, et on commence à envisager les tableaux et les figures. Et puis, bien sûr, il faut valider après avec votre encadrant, votre équipe ou votre étudiant quand vous allez plus tard encadrer des étudiants. Alors, voilà, ce tableau, moi, je demande à chaque interne de le remplir au départ parce que une fois que vous avez mis ça, vous le couchez sur le papier et ça y est, on est d'accord tous les deux sur quel va être le titre de ma thèse, qui m'encadre. Et ça, c'est très important parce que parfois, il y a le chef de clinique et le PU, il y a 2 PU, il y a une PH et un PU. Et en fait, non, c'est qui est la personne référente qui sera mon directeur ou ma directrice de thèse. Le nombre de centres, est-ce qu'on se limite au CHU ou est-ce qu'on prend plusieurs CH et le CHU? Le type d'étude, est-ce que, alors vous avez la chance maintenant d'avoir un sujet dès que vous êtes en phase socle, donc on peut se permettre de faire des études prospectives, puisque je vous rappelle que normalement vous êtes censé avoir votre sujet de thèse à la fin de votre année de phase socle, et donc ce qui permet, j'aime bien les sourires, ce qui permet d'avoir 2 ou 3 ans éventuellement pour faire une étude prospective. Et après, c'est hyper important, objectif, et regardez, principal au singulier. Votre thèse, elle ne doit répondre qu'à une question. C'est pas, je prends par exemple le siège et déclenchement, c'est pas, tiens, je vais aussi regarder les sièges inférieurs à 37 et les sièges supérieurs à 37. Et puis je vais aussi regarder les Césars programmés et les Césars... Non, votre question, c'est siège et déclenchement. Parce que souvent, on a envie, quand on commence un sujet, d'aller regarder un peu tous les autres sujets qui sont autour, mais vraiment, focalisez-vous sur une question et éventuellement, définissez 1 ou 2 autres objectifs secondaires. Après, il y a le plan expérimental. Quels vont être vos groupes qui vont être comparés? Est-ce que c'est juste une étude de cas témoins? Est-ce que c'est juste une étude de questionnaire? Et puis de définir dès le début vos critères de jugement. Eh bien, si on fait l'hémorragie dans les ballons de tamponnement intra-utérin, notre critère de jugement d'échec, ça va être l'embolisation, la prise en charge chirurgicale, etc.
Qui j'inclus? Parce que ça veut dire que quand vous allez commencer votre recueil, vous n'allez pas inclure toutes les patientes qui ont eu des ballons de tamponnement intra-utérin. Non, c'est celles qui ont eu un accouchement par voie basse et un ballon de tamponnement intra-utérin. Ça ne sert à rien d'aller faire un énorme recueil et au final de n'avoir que la moitié qui est utilisable pour votre thèse. Et donc de bien définir l'inclusion et les non-inclusions. Il faut calculer son nombre de sujets. Alors parfois, quand c'est le ballon de tamponnement intra-utérin, on l'a mis en place dans notre maternité depuis 2012, c'est tout, hein, on prend en rétrospective depuis 2012 tous les ballons. Mais vous pouvez, même dans les études rétrospectives, calculer votre nombre de sujets nécessaires. Et là, ça vient sur la ligne d'en dessous, c'est la stratégie d'analyse statistique. C'est indispensable d'avoir pensé à vos stats avant de commencer. Alors, honnêtement, nous, nos internes à Lille, ils ont tous un rendez-vous de stats quasiment avant de commencer leur thèse pour d'abord valider la fiche de recueil et puis déjà de savoir quelle analyse stat va être faite. Et ça peut être votre encadrant qui sait faire les stats. Moi, je suis nul en stats. Je ne sais pas faire de tests de stats précis. Je travaille avec une équipe de stats. Ils sont toujours sur nos publis. Et puis, ça marche comme ça. On ne peut pas tout savoir faire. Après, la durée de l'étude, notamment l'internat, il est quand même court. Enfin, maintenant, il est long, 6 ans, mais il est quand même court puisque vous devez le passer avant la fin de votre phase d'approfondissement. Donc finalement, en 4 ans, dont une année de phase socle où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ça fait que 3 ans pour faire sa thèse. C'est pour ça que c'est bien d'avoir son sujet à la fin de la phase socle. Et puis posez-vous dès le début la question du comité d'éthique, j'y reviendrai après. Donc ce tableau, vous voyez, moi je demande à chaque interne, quand je commence à l'encadrer, qu'on le fasse ensemble pour être bien sûr tous les deux sur quelle est la question, quel est l'objectif, etc. Alors, on va voir un petit peu le recueil, les stats, l'éthique et le financement. Alors, comment je prépare ma fiche de recueil? En fait, c'est assez simple. Vous allez prendre, il faut vraiment vous déstresser par rapport à l'écriture. Vous prenez le plus gros papier qui est sur le sujet. Donc ici, par exemple, vous voyez, on est sur le ballon de tamponnement intra-utérin. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme dans ma fiche de recueil? Je prends le tableau 1 de cette étude-là. Vous savez, dans tous les papiers, le tableau 1, c'est le tableau de la population. Vous, il faut que vous ayez au moins toutes ces données-là de la population. Donc ma fiche de recueil, je la construis, il me faut l'âge, l'IMC, la gestationnelle, la parité, si c'est des jumeaux. Alors nous, en France, on n'a pas l'ethnie, mais vous voyez, vous allez prendre tout de suite les mêmes caractéristiques, vous allez lire plusieurs papiers et vous faites finalement déjà presque votre tableau 1, qui sera votre tableau après de recueil, ce sera beaucoup plus simple pour le construire. Et donc, par exemple, là, pour la thèse d'Astrid, vous voyez, on a repris, regardez, c'est quasiment le même ordre que le tableau de cette étude américaine. On a repris l'âge maternel, l'IMC, la parité, la gestationnelle, les grossesses gémellaires, et puis après, les caractéristiques qui sont assez habituelles à prendre dans les études obstétricales. Et donc, vous voyez que vraiment, il faut utiliser ce qui existe déjà. Ce n'est pas du plagiat, c'est juste qu'il faut vraiment se servir de ceux qui ont déjà publié sur le sujet. Le tableau 2, c'est votre tableau de critères de jugement. Idem, vous allez voir la plus grosse publication, vous faites les mêmes critères. Vous ne vous embêtez pas. S'il y a des gens intelligents qui ont pensé pour vous, utilisez leur intelligence. Et donc, vous voyez, là, il y a toutes les données à relever dans le recueil. Nous, qu'est-ce qu'on a fait avec Astrid? On a fait la même chose. Pareil pour les autres tableaux. Et donc, au final, sa fiche de recueil, elle doit contenir quoi? Les données démographiques des tableaux 1, les données des critères de jugement des études antérieures, les données classiques des études sur l'hémorragie, et puis après, s'il y a des données spécifiques qu'on souhaite étudier, on les rajoute. Par exemple, Astrid, l'objectif, c'était de voir au bout de 10 minutes si on avait une efficacité ou non du ballon de tamponnement intra-utérin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop décrit dans les études, c'est tout, on le rajoute, nous, dans sa fiche de recueil. Une fois qu'on a préparé ces tableaux, à ce moment-là, vous voyez, là, c'est les tableaux d'Astrid. Donc, c'est vraiment, on a repris les mêmes choses, le delta d'hémoglobine, le nadir d'hémoglobine. On a vraiment repris les mêmes choses que ce qui avait été publié dans l'American et dans le BIJOG. Et une fois qu'on a fait ça, c'est parti, on peut préparer sa fiche de recueil. Sa fiche de recueil, elle doit être claire, elle doit être réutilisable après par d'autres internes ou d'autres étudiants sages-femmes qui vont reprendre votre travail et éventuellement le continuer. Vous la faites sous Word au départ pour pouvoir créer vos différents items. Et dès le début, il faut se dire que dans une fiche de recueil, vous ne devez avoir que des données numériques. Puisque quand vous allez l'envoyer à la statisticienne, il ne faut pas que vous ayez tabac, oui, non, 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 oui, non, oui, non. C'est 0, 1. D'accord? Donc dès le début, prenez l'habitude de 0 égale non et oui, enfin 1 égale oui. Et donc vous construisez cette fiche de recueil et il y a une règle qui est hyper importante,
c'est de ne pas avoir à retourner dans les dossiers une fois que vous avez fini le recueil. Parce que quand vous êtes fait les 300 dossiers et que là, vous vous dites oh, « on a oublié de prendre l'IMC », et que là, il faut retourner dans les 300 dossiers pour aller revoir l'IMC, là, vous êtes quand même bien dégoûté. Du coup, vous voyez que tout ce temps de préparation de votre sujet, de votre méthodo et de votre fiche de recueil, il est hyper important avant de se jeter dans le recueil. Donc là, par exemple, pour Astrid, donc nous, on l'avait fait en bicentrique. Alors, pour le coup, vous mettez le nom et le prénom, mais ça doit être dans un autre fichier puisque vous devez anonymiser complètement votre fiche de recueil Excel. Alors, il y avait le numéro de téléphone, parce que, en fait, vous voyez aussi, ce qui est bien, c'est de faire des études à plusieurs internes, puisque là, elles étaient 2 internes. Il y en avait une qui travaillait sur la fertilité post-ballon de tamponnement et une autre qui travaillait donc là sur les critères d'échec du ballon. Et ça permet d'augmenter le nombre de patients, puisque vous allez augmenter le recueil. Et vous voyez, ensuite, dans les caractéristiques, eh bien, le poids, on met directement en kilos, la taille en centimètres, l'IMC, la parité, on coche, grossesse multiple, oui, non. Et après, dans le tableur Excel, on le bascule, et vous voyez, il doit y avoir que des 0 ou 1 ou d'autres chiffres, sauf bien sûr la date de naissance et la date d'issue, puisque ça vous permet de faire des calculs après dans vos colonnes. Et donc, vous voyez, là, c'est complètement anonymisé, et dans un autre tableau, en fait, vous avez la ligne U2 correspond à Madame Dupont-Micheline, mais ça ne doit pas être sur le même tableur Excel. Alors ça, c'est Excel. Après, il y a des logiciels de saisie qui existent. Par exemple, nous, on a mené la CITES sur le déclenchement dans notre centre. Eh bien, on a fait ce type de logiciel où, en fait, les internes rentrent tous des patientes qui sont déclenchées dans ce type de logiciel, et ça évite les erreurs entre les envois des différents tableurs Excel. Il y en a plein, CleanSight, CleanWeb, et ça, il faut s'adresser à sa direction de la recherche pour pouvoir créer ce type de saisie en ligne. Et donc là, par exemple, vous cliquez, et puis vous voyez, après, c'est des petits menus déroulants, et donc ça évite aussi des erreurs de saisie, puisque par exemple, si vous tapez dose d'ocytocine, par exemple, 190, il vous dit, non, c'est pas possible, on a limité à 30 au maximum. Donc ça évite les erreurs de saisie aussi dans les fichiers. Alors les stats. Les stats, c'est toujours quelque chose qui stresse. Clairement, c'est l'importance du tableur Excel dès le début, où il faut bien le remplir et puis avec des variables numériques et de façon anonyme. Après, il y a 2 options. Soit, franchement, vous êtes fort, et je vous dis bravo, et vous les faites vous-même, si vous maîtrisez un logiciel et que vous avez des connaissances suffisantes. Moi, j'estime que mon métier, c'est pas de faire des stats, et donc je passe le relais à l'équipe de stats avec qui je travaille tout le temps. Et il y a un réel bénéfice après pour la publication, puisque vous mettez un statisticien dans vos auteurs, et qu'en plus, si vous avez des questions sur les statistiques, c'est lui qui va répondre. Et en plus, le modèle, il est quand même, dans la plupart du temps, très propre. Et donc, en plus, ça fait gagner quand même beaucoup de temps. En revanche, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, et il faut y penser dès le début de votre thèse, puisque nous, en fait, les internes remplissent 5 ou 6 patientes sur le tableur Excel, vont voir la statisticienne, je dis la statisticienne parce que c'est avec elle que je travaille tout le temps, et qui vérifie si le recueil est bien fait, s'il n'y a que des données numériques, s'il n'y a pas de choses aberrantes dès le début. Et en fait, ça vous déstresse après pour tout le reste du recueil. Ce que je vous disais, c'est bien, on peut calculer un nombre de patients, même en études rétrospectives, ce n'est pas 100 versus 100, parfois c'est 300 versus 300, et du coup, vous faites un sujet commun avec une étudiante sage-femme, avec 2 internes, et comme ça vous permet d'avoir un recueil plus important, et donc de vérifier le recueil après quelques patientes. Alors après, pour le financement, pareil, comme vous avez normalement un petit peu plus de temps, parce que vous avez votre sujet en phase socle, j'aime bien appuyer sur ça. Il y a plein d'appels à projets qui peuvent aider. Par exemple, là, nous, on a un interne qui vient d'avoir un financement régional pour le dépistage de l'alcool chez les femmes enceintes dans le Nord, qui est quand même encore un problème important. Et du coup, ça aide pour ce financement, et ça permet d'avoir quelqu'un qui aide pour la recherche. Et puis, n'hésitez pas à demander à des bourses de sociétés savantes. Par exemple, la Société française de médecine périnatale, chaque année, on donne des bourses de recherche. Et pareil pour la Société de chirurgie pelvienne. Alors l'éthique. L'éthique, c'est indispensable, bien sûr, dans la recherche. Et puis, dès que vous allez soumettre un papier, de toute façon, ils vont vous demander un numéro d'éthique. Alors pour l'éthique, il y a une loi en France qui s'appelle la loi Jardé. Et vous, dans vos thèses, vous ne serez jamais confronté aux catégories 1 et 2.
Les catégories 1 et 2, en gros, c'est les essais randomisés où on compare un traitement versus un placebo. Ce n'est pas ce que vous allez faire dans votre thèse. En revanche, vous risquez d'avoir des catégories 3. Par exemple, si vous appelez les femmes qui ont eu un ballon de tamponnement intra-utérin pour connaître leur fertilité, et quand elles vont vous dire « bah oui, je suis infertile », et du coup, vous allez leur dire « alors il faut consulter un gynéco », donc ça va lui entraîner des examens supplémentaires, etc., etc. Du coup, là, il faut un comité de protection des personnes. En revanche, quand vous faites une étude rétrospective ou un questionnaire à des soignants ou un questionnaire en suite de naissance, eh bien là, vous pouvez passer par le CEROG. Alors, juste un petit point avant que je vous parle du CEROG, la CNIL, que vous connaissez bien, vous devez déclarer, dès que vous faites un recueil de données, en intra-hospitalier, vous voyez, nous, c'est sur l'intranet du CHU, on déclare à la CNIL qu'on crée une base de données. Et ça, c'est indispensable de le faire pour toutes les études. Donc le CEROG, c'est quoi? Le CEROG, c'est le comité d'éthique et de recherche en obstétrique et en gynécologie qui dépend du CNGOF. Donc moi, j'en suis un des experts côté obstétrique. Et en fait, vous allez sur le site du CNGOF, vous avez à ce niveau-là, vous voyez GROG CEROG, ici. Vous cliquez sur CEROG et en fait, vous allez voir comment soumettre votre sujet au CEROG. Et vous allez pouvoir soumettre la demande, donc soit côté gynéco AMP, soit côté obstétrique et DAN, avec un formulaire à remplir qui est un formulaire Google. Et donc nous, après, on reçoit votre demande et on expertise pour savoir si c'est éthique ou pas. Globalement, quand c'est une étude rétrospective, c'est extrêmement rare qu'on dise que l'étude n'est pas éthique. Mais du coup, vous avez un numéro de comité d'éthique qui est indispensable, hein, même si vous ne publiez pas. Dès que vous faites de la recherche, vous devez avoir une autorisation de la CNIL et d'un comité d'éthique, puisque vous allez aller chercher des données de patientes. Alors après, je vous dis beaucoup de choses, hein, mais de toute façon, je pourrais l'envoyer à la GOF. Moi, il n'y a aucun souci pour que je le diffuse. Alors après, il y a les règles de l'écriture scientifique. Alors en fait, je vais un peu vous provoquer, mais il faut vraiment être bête pour écrire. Moi, j'étais très nul en français. J'ai eu 8 à l'écrit du bac français. Et ça ne m'empêche pas d'écrire des papiers parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. Alors, quelques conseils, c'est d'abord, il faut bien réfléchir avant de se lancer, avoir tous ces résultats et toutes ces stats et respecter les codes de l'écriture scientifique. Simplicité, moi, ça me va très bien. Efficacité, respect des paragraphes et des temps de conjugaison. Et puis, moi, ce que je demande aux internes, c'est d'écrire en anglais. Il est fou. Mais en fait, tous vos papiers sont en anglais. Donc, pourquoi vous allez aller écrire des papiers en anglais pour les transférer en français? Eh bien, nous, on essaye de faire passer nos thèses. En fait, les internes envoient leurs thèses en anglais. Ça passe à la fac, il n'y a aucun problème. Et du coup, derrière, eh bien, ça vous permet de plus facilement publier. Et en plus, tout ce que vous allez faire comme recherche va être en anglais. Et il suffit de faire des copier-coller un peu. Ce n'est pas du plagiat total, mais comme ça, vous avez tout de suite la bonne tournure des phrases. Alors après, la première chose qu'on va mettre, c'est le titre. Donc vous voyez, là, le titre de la thèse d'Astrid qui avait été publiée dans l'Européenne. Voilà, c'est le ballon de tamponnement dans les hémorragies sévères du postpartum après accouchement par voie basse. Est-ce qu'on peut prédire l'échec? Donc vous voyez, dans le titre, il y a déjà tout. Il y a qu'est-ce qu'on étudie, l'hémorragie sévère, quel mécanisme, quel moyen on étudie le ballon, chez quelle patiente, eh bien finalement, c'est que les accouchements par voie basse. Et c'est quoi notre question? C'est de savoir si on peut prédire ou pas l'échec. Donc ça va être court, informatif, doit donner envie de le lire. Et puis parfois, vous pouvez faire un peu tabloïd. Et vous voyez, on avait fait ce papier de Sauvé par son dos, une incroyable histoire de rupture utérine. Et donc c'était un bébé qui était venu aller coller son dos au niveau de la rupture et qui avait complètement colmaté la rupture utérine, ce qui fait qu'il n'y avait eu aucune conséquence ni pour la maman ni pour le bébé. Et donc on avait fait ce papier-là qui nous a valu après un article dans Le Monde. C'est quand même le Graal d'avoir un article dans Le Monde. Voilà. Donc parfois vous faites un peu de sensationnel, mais bon, c'est sur du case report. Alors le résumé. Donc ça reprend un peu quand même la LCA, maintenant que vous êtes quand même de mieux en mieux formés dans le parcours d'externe. Donc c'est 250 mots. Dans la plupart des journaux, il y a certains journaux, c'est 200 mots.
Le plan, il est toujours pareil, hein, c'est intro, matériel et méthode, résultats et conclusion. Ça doit être concis et très clair. Il ne faut vraiment pas dépasser 250 mots, parce que de toute façon, sinon, quand vous allez aller soumettre le papier sur le site, il vous bloque, il vous dit vous avez 251 mots. Donc il faut tout de suite que vous soyez prêt à mettre que 250. Les mots-clés, donc c'est les mots mèches, donc les mots qui vous ont permis de trouver finalement toute votre recherche. Et vous voyez, ce n'est pas forcément ceux qui sont dans le titre, parce que, par exemple, on a mis Sulprostone, comme ça, les gens qui cherchent le Nalador, eh ben, ils vont quand même trouver notre article. Donc c'est un moyen que, finalement, quand on fait une recherche sur PubMed, eh bien, on tombe quand même sur notre article, même si ce n'est pas vraiment le sujet qu'on cherchait à la base. Alors l'intro. L'intro, bah, c'est toujours la même chose. Première chose, on fait un premier paragraphe, problématique générale. C'est toujours les mêmes dans les papiers. L'hémorragie, c'est une des causes principales de mort maternelle, blablabla. Blablabla. Ensuite, petite mise au point sur la question. Pourquoi on se pose finalement la question? C'est que le ballon, la prise en charge est assez bien décrite, et puis l'arrivée du ballon a quand même vraiment changé les pratiques. Et donc, la problématique du sujet, c'est que il n'y a pas eu encore, vous voyez, c'est la dernière phrase, d'étude qui a vraiment clarifié le délai pour se dire que si oui ou non, il y avait un succès ou un échec du ballon. Donc vous voyez, on part de la problématique générale, on va un petit peu plus sur une mise au point sur la question, donc le ballon en général dans l'hémorragie, et après on essaie de vendre notre papier en disant, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ce papier? Parce que justement, il n'y a jamais eu de réponse sur ce point-là. Et à la fin, vous devez clairement énoncer votre objectif. Ça doit être... Alors après, c'est la façon dont vous l'introduisez, ça dépend, mais ça doit être vraiment mis sur un paragraphe différent. L'objectif de mon étude est de. Voilà. Ça, c'est indispensable que vous le mettiez, et c'est à la fin de l'intro, c'est pas au début du matériel et méthode. Voilà, il faut vraiment respecter ça. La problématique générale, spécifique, question un petit peu plus posée, et mon objectif. Alors une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer le matériel et méthode. Toujours la même chose. Vous commencez par la phrase sur le type d'étude, le lieu, la durée, quelle population a été incluse, quelle population a été exclue. Vous parlez de votre protocole de prise en charge, c'est indispensable puisqu'il faut que quelqu'un qui lise votre papier se dise « bah oui, mais moi, en fait, j'utilise pas le Nalador. Donc en fait, ça ne va pas, c'est pas ma technique puisque aux États-Unis, on n'utilise pas le Nalador, on n'utilise qu'un seul utérotonique. On n'a pas comme en France les deux. Donc forcément, la validité externe, elle va être discutée. Et je vous invite à faire la même chose. Par exemple, quand vous voyez des essais américains, il y a les Américains, je ne sais pas si vous le savez, quand la femme arrive à complète, ils font pousser tout de suite. C'est pas comme nous, ils ne laissent pas attendre et descendre, c'est du early pushing. Et du coup, quand vous voyez, elle a poussé 3 heures, oui, mais c'est pas du tout la même chose. Nous, elle a attendu 2 heures et poussé 1 heure, au final, ça fait 3 heures à peu près pareil. Et puis après, vous énoncez clairement votre critère de jugement, et donc l'échec, c'est défini par ça, etc. Les critères de jugement secondaire, et puis vous pouvez mettre éventuellement toutes les données que vous allez recueillir. Et ce qui est important, c'est de, par exemple, définir les données que vous allez recueillir. Je dis n'importe quoi, si vous dites que vous souhaitez recueillir le taux de diabète gestationnel, eh bien, il faut dire diabète gestationnel défini par la glycémie à jeun, blablabla, etc. quoi. Ensuite, vous avez votre paragraphe de statistiques. Et là, ce qui est génial, c'est que quand vous faites ça avec un statisticien, vous lui dites « Salut Elodie, j'ai terminé le papier, peux-tu me faire la partie statistique ?» Et là, elle vous renvoie la partie statistique. C'est quand même bien, hein, c'est pratique. Et après, toujours, il faut le mettre en avant, votre comité d'éthique. D'accord? Puisque moi, je suis éditeur dans une revue. Quand on m'envoie un papier pour savoir si je l'envoie en reviewing, je regarde très rapidement le papier, il n'y a pas de comité d'éthique, je le jette d'emblée. C'est très clair aujourd'hui, on ne peut pas publier sans avoir un comité d'éthique. Et donc, vous voyez, là, c'était une étude autorisée par la CNIL. Alors, les résultats, donc, qui est la partie suivante, donc c'est un exposé simple, rigoureux et objectif. C'est-à-dire que vous ne devez pas déjà dire de façon surprenante, nous trouvons que dans les échecs du ballon, ce sont les IMC les plus importants que... Voilà. Vous n'avez pas à donner votre propre jugement. C'est vraiment quelque chose de très factuel, c'est-à-dire que dans le groupe échec, l'IMC était supérieur au groupe contrôle.
Et entre parenthèses, vous mettez x versus y, virgule, petit p égale. Et donc, finalement, il n'y a pas de discussion, pas de conclusion à l'intérieur. Attention au poids des mots, puisque vous ne pouvez pas mettre significatif, corrélé et tout ça. Vous avez juste à dire qu'il y avait une différence entre les deux groupes. Et alors, surtout, ne mettez pas, il n'y avait pas de différence, mais on observait une tendance. En fait, non, il n'y a pas de différence, c'est tout. Il y a des tests qui s'appellent les statistiques, et puis s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Évitez le double emploi entre le texte et les tableaux. Vous n'êtes pas là pour recopier tous les tableaux. Imaginons, dans votre population, il n'y a aucune différence, sauf l'obésité. Eh bien, vous dites, le tableau 1 présente les caractéristiques de la population. Il n'y avait aucune différence entre les deux groupes, hormis l'IMC, qui était supérieur dans le groupe échec que dans le groupe contrôle. Entre parenthèses, X et voilà. Et voilà, c'est fini. Votre paragraphe est terminé. Vous n'avez pas besoin d'aller décrire l'âge des patients, la parité, etc., etc. Puisque ça, c'est, si on a envie, on va regarder le tableau. Et surtout, il faut bien refaire la même méthode, enfin le même ordre que votre matériel et méthode, puisque c'est finalement, vous allez, si vous parlez en premier du critère de jugement principal, et bien dans vos résultats, c'est pareil, il faut décrire votre population, puis votre critère de jugement principal. Alors, vous voyez là, donc là, dans cette étude, on dit que voilà, il y a 49 000 accouchements durant la période d'étude dans les deux hôpitaux. On regarde le taux de césarienne, le taux d'accouchement par voie basse. Donc vous voyez, c'est très important puisque un Américain va dire mais ils sont tarés, ils font que 19% de césarienne. Et puis après, vous avez votre taux d'hémorragie du postpartum. Et puis finalement, le taux de patientes qui ont un ballon. Vous voyez, on n'est qu'à 0,3%. Et entre les deux centres, et puis le type de ballon après qui est utilisé. Et donc ce qui est très important, c'est ce flowchart, donc c'est cette figure qui est là. Il faut l'avoir d'emblée, et c'est pareil quand vous allez demander pour avoir le listing des patients, il faut déjà savoir aussi qu'est-ce que vous allez mettre dans votre flowchart. Et vous voyez là, il est un peu tronqué, mais il faut qu'on ait au-dessus pour dire il y a tant d'hémorragie, au-dessus il y a eu tant d'accouchements, au-dessus, il y a eu tant d'accouchements par voie basse, etc. Et comme ça, on a vraiment le flowchart de l'étude. Et c'est très important parce que ça permet, en validité externe, de savoir un peu comment vous vous situez par rapport à la lecture de l'étude. Ensuite, vous voyez, c'était ce que je vous disais. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et voilà, c'est tout. Dans le tableau 1, ça fait 3 lignes. Il n'y a pas besoin d'écrire que l'âge était de 29,8 dans le groupe succès versus 29 dans le groupe échec. Petit p égale à 0,5. En fait, c'est tout, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Et puis si on a envie d'aller voir les caractéristiques de la population, on va voir le tableau 1. En revanche, il faut bien sûr aller un petit peu plus détailler justement ce qui est intéressant, c'est les critères de jugement, et notamment reprendre tous ceux qui sont significatifs, et il faut faire toujours dans le même ordre quand vous présentez vos résultats. Dans votre tableau, si vous avez choisi de mettre le groupe succès en premier et le groupe échec en deuxième, quand vous présentez les résultats par écrit, vous présentez toujours d'abord le pourcentage du groupe succès versus le pourcentage du groupe échec. D'accord ? Pour qu'il y ait toujours la même gymnastique intellectuelle, qu'on n'ait pas à réfléchir, attends, là il me parle du groupe succès ou il me parle du groupe échec, je ne sais plus de quoi il me parle. Voilà, et puis donc après, on vient plus sur les questions plus spécifiques, et vous voyez que dans cette étude, qui est très intéressante d'ailleurs, c'est qu'à 10 minutes, on peut prédire si un ballon va marcher ou pas en cas d'accouchement par voie basse. S'il y a 250 ml dans les 10 premières minutes, passez tout de suite sur une voie haute. Ça ne sert à rien d'attendre parce que vous allez avoir 94% d'échecs. Alors après arrive la discussion. La discussion, c'est pareil. Il y a un peu 2 modes de construction, mais c'est toujours la même chose au départ. Au départ, c'est d'ailleurs l'américain demande à ce que ce soit écrit comme ça, c'est les main findings, c'est-à-dire que c'est vos résultats principaux, c'est la réponse à la question. Ma question, c'était de savoir le facteur, et bien là, le facteur principal était de 250 ml à 10 minutes, voilà. Ensuite, vous la construisez de 2 façons. Certains préfèrent commencer par les forces et limites de l'étude, l'interprétation en comparant au reste de la littérature, puis la conclusion. Moi, je préfère faire l'interprétation d'abord, c'est-à-dire on compare un peu nos résultats à la littérature, les forces et limites, puis la conclusion. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. D'abord, on donne nos résultats principaux en mettant qu'on a 78% de succès et qu'à 10 minutes, on est capable de prédire avec un seuil à 200 ml et à 250 ml les risques d'échec.
Et puis après, vous commencez à discuter et vous voyez, vous commencez par dire, nous, on trouve qu'on a ça comme résultat, donc on critique d'abord notre critère de jugement principal. Eh bien, on va voir dans la littérature, là, on a l'étude de Revert qui voyait à 15 minutes la différence, et on discute un petit peu tout ça. Et vous voyez, on ne rentre pas forcément très, très en détail dans ces études-là. Je vous rappelle qu'un article, ça doit être très concis quand même. Après, on parle des forces et des limites. Alors, vous ne tirez pas trop une balle non plus dans les limites, mais c'est important d'en parler tout de suite parce qu'en tant que reviewer, tout de suite, vous allez voir ces limites-là et que si finalement l'auteur en a déjà parlé, vous dites, ça va, il a déjà pas mal de recul par rapport à son papier. Et puis la conclusion, c'est de quoi on doit se souvenir. Et puis toujours pareil, la même phrase à la fin, d'un peu d'ouverture. Et classiquement, c'est une étude randomisée sur le timing du... Voilà, mais c'est classique de mettre une ouverture pour suggérer vers de nouvelles études. La biblio ensuite, alors quand vous avez utilisé Zotero, c'est très facile. Vous mettez Vancouver, parce que c'est ce qui est utilisé dans le plus de journaux, et ça vous le fait automatiquement. Et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser tout de suite un logiciel, parce que imaginons vous faites un paragraphe, puis vous mettez votre référence à la main, petit 1, puis vous faites un deuxième, petit 2, petit 3, et là vous êtes avec votre cadran qui vous dit « Ah non, mais moi je changerais bien l'ordre des paragraphes ». Et là vous dites « Ouh là là, il va falloir que je change toute ma biblio ». Alors qu'avec Zotero, vous faites copier, hop, coller au-dessus, rafraîchir, et hop, il vous remet de la biblio dans le bon ordre. Donc il faut tout de suite commencer en utilisant Zotero. Alors après arrive l'ordre des auteurs. Alors ne vous faites pas avoir. Ça, c'est très important. Le premier auteur, donc Avrel, vous, c'est celui qui écrit. Si vous écrivez votre thèse, que vous écrivez le papier, c'est vous qui devez être le premier auteur. Ça, c'est la règle, c'est tout, c'est comme ça, c'est les règles scientifiques. Celui qui bosse, c'est celui qui doit être en premier. On ne doit pas vous squeezer au moment de la publication de votre thèse. Le deuxième, c'est celui qui coparticipe ou qui co-encadre. Après, il y a tous les autres auteurs, donc les troisièmes et autres auteurs. Classiquement, c'est le statisticien, les autres membres de l'équipe. Si vous avez fait le recueil avec une étudiante sage-femme, eh bien elle est aussi dans le papier. Et puis Joe, celui qui râle tout le temps, c'est votre encadrant ou le boss, et qui est en dernier auteur. Et ça, c'est vraiment une règle, j'insiste beaucoup, parce que je sais que ce n'est pas respecté partout, mais celui qui écrit, si vous écrivez bien tout, eh bien c'est à vous d'être le premier auteur. Alors après, clairement, une fois que vous avez écrit en anglais, sauf si vous êtes vraiment, vraiment bilingue, c'est indispensable de passer par un English Editing. Pour ça, il y a plein de sociétés. Wiley, qui est une société en plus de publication, Online English, Scribindi. Moi, j'utilise beaucoup Online English, qui est une société australienne, et c'est pas très cher, c'est de l'ordre de 300 € la relecture complète de l'article. Et ça doit être financé par votre encadrant, d'accord ? C'est pas à vous de financer ça. Mais c'est indispensable si on veut publier, puisque quand même les Français, on est quand même loin d'être les meilleurs en anglais. Donc c'est indispensable de passer par un English Editing. Alors après arrive la soumission, puisque ce qui est très important, c'est d'avoir sa thèse qui reste gravée dans le marbre et de la publier. Et alors là, c'est l'enfer qui commence. C'est pour vous désespérer un petit peu dès le début. Alors d'abord, il faut savoir dans quelle revue on doit soumettre. Donc pour ça, il y a SIGAPS, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un site, un logiciel en France où on se sert de ces points-là pour faire les carrières universitaires. On a besoin de 200 points SIGAPS pour devenir maître de conférence, 400 points SIGAPS pour être professeur des universités. Alors pour savoir dans quel journal on a envie de soumettre, eh bien on va dans la documentation sur le site de SIGAPS. Il y a accès à la classification des revues. On clique obstétrique et gynéco, et là vous allez avoir tous les journaux d'obstétrique et de gynéco qui existent, et vous allez voir deux choses importantes. IF, c'est quoi IF ? Impact Factor, très bien. Donc c'est le nombre de fois où les articles sont cités dans ce journal. Plus l'impact factor est élevé, plus c'est un journal de rang élevé. D'accord ? Donc par exemple, l'American, en 2020, avait un impact factor à 8,66. Et à côté, vous avez la catégorie A, B, C, D, E ou NC, qui sont dans les SIGAPS qui vous classent les revues par catégorie. Puisque, par exemple, 8,66 en gynéco-obstétrique, c'est vraiment un très gros impact factor.
8,66 en cardiologie, c'est le journal de Daube. D'accord? Donc derrière, en fait, vous avez les catégories. A, c'est les meilleures revues. Et puis après, vous descendez au fur et à mesure. Alors la soumission, attention, je vais vous raconter une petite histoire de fake news. Une interne de Toulouse fait un Master 2 entier, hyper intéressant, sur la lecture du rythme, selon les différentes classifications, etc. Son encadrant lui dit soumets-le à l'International Journal. Donc elle y va, et en fait l'International Journal, il y a celui-là, qui est le vrai. Regardez, International Journal of Gynecology Obstetrics. Mais malheureusement pour elle, elle clique sur Obstetrics and Gynecology International Journal, et elle pourrait très bien se faire avoir aussi sur International Journal of Gynecology and Obstetric Research. Le premier, c'est un vrai magazine. C'est un vrai, avec du peer review, etc. Les deux autres, ce sont des daubes qui vous prennent de l'argent et vous n'êtes même pas sur PubMed. C'est vraiment tout ce qu'on appelle la fake science. C'est des journaux qui sont publiés là-dedans. Typiquement, il y a un professeur très connu en France, je ne sais pas si vous savez, Raoult, ça vous dit quelque chose, qui publie dans ce type de magazine. Et en fait, voilà, ça permet de dire, c'est bien, j'ai publié sur ça, mais en fait, c'est du scandale scientifique. Et donc elle, malheureusement, elle s'est trompée, elle a soumis dans le deuxième, et après, impossible de revenir en arrière, puisque plus aucune revue ne prend un journal qui est référencé sur Google, mais pas sur PubMed. Et en plus, elle a dû payer 2 000 €. Enfin, pas de sa poche, mais voilà. Donc attention, faites très 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 attention sur les journaux, vérifiez bien avec votre encadrant avant de soumettre, puisque vous voyez les gros malins qui changent vraiment les titres à pas grand-chose pour vous faire avoir. Alors après, ce qu'il faut faire d'abord, c'est une cover letter. Donc quand vous soumettez le papier, vous écrivez à l'éditeur en chef et vous lui dites, vous savez, c'est vraiment la plus belle étude, je suis le meilleur, prenez mon papier, c'est vraiment une étude incroyable. Et donc vous voyez, là par exemple, c'était pour une étude que j'avais soumise dans l'American. J'explique un petit peu d'où vient l'étude, quels sont les résultats, et finalement, à la fin, on dit aussi que tous les auteurs ont contribué à faire ce papier. Et puis vous voyez la petite phrase où je supplie à la fin, vraiment s'il vous plaît, j'espère qu'il vous fera plaisir et que vous le prendrez en publication dans votre journal. Vous préparez vos fichiers, parce qu'avant chaque soumission, allez voir le guide pour les auteurs. Il va vous dire que les tableaux, ils doivent être dans un seul fichier Word. Puis après, vous allez faire un autre journal, il va vous dire chaque tableau doit être dans un fichier Word différent. Et donc, avant de commencer tout le processus, vous voyez, vous créez votre manuscrit, votre cover letter, votre figure 1, figure 2, figure 3. Vous voyez, dans l'American, là, à l'époque, il demandait en table séparée, mais il demande aussi un statement of authorship, ce qui veut dire que chaque auteur doit signer comme quoi il est d'accord pour participer à la soumission de ce papier. Autant vous dire que ce papier qui compte 30 auteurs, j'ai dû envoyer 30 fois le PDF pour qu'ils puissent signer dessus. Mais c'est indispensable pour justement valider le fait que tout le monde soit d'accord avec ces publications. Ça y est, vous soumettez, vous y passez une demi-journée. Et puis là, d'un seul coup, vous voyez dans votre boîte mail le mail qui arrive. Donc là, vous commencez à palpiter un petit peu. Donc là, c'était pour une interne que j'avais encadrée pour sa thèse. Et puis direct, ils vous disent voilà, on est désolé de vous informer que votre manuscrit n'est pas pris. Donc déjà, vous repensez à toutes les heures que vous avez passées pour le soumettre. Que malheureusement, malgré la grande quantité, ça c'est la phrase que toutes disent, que malgré une grande quantité, malgré l'excellente qualité de votre travail, on ne peut pas le prendre. Et qu'on a vraiment apprécié l'effort que vous avez fait dans la préparation du manuscrit. Et vraiment, on comprend que vous soyez vraiment très très triste. Voilà. Bon, du coup, vous recommencez. Et là, du coup, vous allez aller de plus en plus bas. Au départ, après, vous faites ACTA, rang B, Prénatal Diagnosis, rang C, l'European, rang D, la Revue Blanche, rang E, et puis vous finissez désespéré par le publier dans Parents Magazine. Comme ça, au moins, quelqu'un connaîtra votre thèse et vous pourrez le montrer à votre papa ou à votre maman. Et puis un jour, voilà, vous avez ce mail qui vous recevez et d'un seul coup, vous le lisez 17 fois, vous allez chercher votre femme, vous dites « mais t'as bien vu, hein, je suis accepté pour publication dans l'American ». Et à ce moment-là, vous arrivez au staff le matin avec le champagne et vous fêtez ça. Mais bon, ces mails-là, ils sont quand même beaucoup plus rares que les mails de refus. Et alors pour terminer, je voulais vous faire un petit point sur l'encadrement, puisque là vous êtes interne, vous allez faire votre thèse, et puis probablement après vous allez encadrer au moins dans votre vie au moins une étudiante sage-femme et ou un interne. Eh bien l'encadrement, c'est un exercice de pédagogie et de patience.
beaucoup, beaucoup de patience. Parce qu'en fait, il ne faut pas écrire à la place de l'étudiant ou de l'étudiante parce que vous avez envie que ça se fasse comme ça, mais le but, c'est quand même de transmettre comment on écrit et puis de transmettre aussi, finalement, les règles de l'écriture, alors qu'on pourrait très bien l'écrire et ça irait beaucoup plus vite. Donc c'est ça, c'est transmettre ce que l'on veut et ce que l'on sait. Et donc quelques conseils, voilà, c'est bien poser le sujet, définir le calendrier. Et puis moi, c'est toujours pareil. Un interne qui fait vite les choses, qui me répond rapidement, qui va faire vite son recueil, dès qu'il m'envoie les choses, hop, ça va vite et on peut terminer la thèse en 1 an. Un interne qui me dit « Ouais, mais alors attends, là je pars à la réunion 6 mois, puis on verra, je te recontacte à mon retour et tout ça. » Quand elle me recontacte, si j'ai 10 autres choses à faire, je ferai les 10 autres choses par rapport à la priorité. Parce qu'en fait, aussi, on a tellement de choses à faire que c'est bien quand on arrive à enchaîner direct et à chaque fois de se replonger dans les sujets, ça nous demande quand même pas mal d'efforts. Il faut faire attention à ne pas se surcharger. Quand on commence l'encadrement, il faut d'abord en encadrer une thèse ou 2 thèses. Il ne faut pas commencer par en faire une dizaine de suite. Et puis, tout travail que vous faites, vous devez viser une publication. Et c'est pas facile quand les promos elles sont proches. Quand j'ai commencé à encadrer, quand j'étais chef de clinique, j'encadrais des internes qui étaient mes anciens co-internes, mes potes de soirée. Et c'est pas facile d'encadrer parce que parfois faut être un petit peu strict. Alors maintenant j'ai vieilli, j'ai les cheveux blancs, donc je commence à être un peu plus loin des internes. Mais voilà, c'est pas facile souvent quand les promos elles sont proches. Donc en conclusion, moi j'aime bien ça, c'est écrire un article scientifique, c'est une vraie montagne de travail. Le camp de base, c'est la rencontre entre l'étudiant et l'encadrant, où on va définir le sujet ensemble, un sujet, une question. On va faire toute la biblio sur la thématique, on va faire la fiche étude, comme je vous ai montré, le tableau. Il ne faut pas hésiter à discuter entre collègues. Nous, on fait de plus en plus, par exemple, de thèses communes, Poissy, Toulouse, Lille, puisqu'en fait, ça permet de faire plus d'études. Et puis surtout, en fait, ça permet d'échanger parce que parfois, on est tellement fermé dans ses pratiques qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres choses à aller regarder. Après, il faut valider cette fiche étude, définir clairement l'objectif et les critères de jugement, valider votre fiche de recueil. Après, c'est parti pour le recueil, l'analyse stat et l'exploitation des données. Ça monte un peu, il faut écrire. Et ça, l'écriture, c'est vrai que ce n'est pas inné, mais au final, si vous respectez les codes comme je vous ai montré, ce n'est pas si compliqué que ça. Après, c'est la finalisation avec la première soumission. Et puis, enfin, vous arrivez au sommet. Et puis, c'est la publication. Et franchement, je vous invite vraiment à publier votre thèse, puisque ça restera vraiment gravé dans le marbre, comme quoi, sur PubMed, vous aurez publié ce travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez tous un sujet de thèse ? Alors, en fait, tu les fais en parallèle. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut et la CNIL et, par exemple, le CEROG ? Donc oui, en fait, tu les fais en parallèle parce que sur le site du CEROG, il te demande si tu as fait une demande CNIL et si tu respectes bien les critères CNIL. Et la CNIL, ça prend beaucoup de temps, alors que le CEROG, en 2 mois ou 3 mois, tu as ta réponse. Est-ce que la CNIL, c'est l'équivalent de la RGPD ou pas du tout? Oui, c'est ça, c'est la même chose, c'est la déclaration en fait, comme quoi tu crées un fichier de personne. Donc si la RGPD est faite, il y a besoin de la CNIL du coup? Non. Ok. Merci beaucoup pour le topo, c'était super intéressant. J'avais juste une question aussi, dans le cadre de thèses un peu plus pédagogiques, ou quand on fait des questionnaires ou des choses sur les étudiants ou sur les soignants de manière générale, les comités d'éthique, c'est toujours un peu flou. Je ne sais pas trop comment faire non plus, et s'il en faut effectivement, comme on ne parle pas de patients, en fait, et plutôt de soignants. Oui, mais tu vas prendre les données de l'âge, du sexe, est-ce qu'il fume, est-ce que je ne sais pas quoi, donc c'est des données individuelles. Donc tu es obligé d'avoir un comité d'éthique. Et tu peux passer par le CEROG, nous on valide. CEROG, c'est bon. Oh ouais, okay. Ça on les valide sans aucun problème. Quand c'est des soignants, des étudiants, ça passe sans aucun souci. Et au moins quand tu fais ta publication, tu as un comité d'éthique. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
bien, profite. Ah. Non, c'est la même question pour la demande de CEROG. Non, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir la réponse de la CNIL, parce que la CNIL, tu auras 1 an et demi avant d'avoir une réponse, et le CEROG, tu auras 2 mois. Donc tu fais les deux en parallèle. Et tu vois, sur l'intranet du CHU, tu trouves facilement là où il faut déclarer à la CNIL. Et puis après, en fait, parallèlement, tu fais le CEROG. Et honnêtement, moi, dans les papiers, je mets que le numéro CEROG. Ouais. Alors pour les flowcharts, il y a Lucid Chart, L-U-C-I-D Chart, qui te permet de faire des jolis flowcharts, ouais, et de ne pas galérer sur Word avec ta flèche qui est un petit peu de traviole, etc. Voilà. Lucid Chart, et Lucid Chart, tu peux le mettre directement dans PowerPoint aussi. Alors tu peux choisir le fond, tu peux choisir ce que tu veux, le nombre de cases, la couleur de tes cases, etc. quoi. Et de mémoire, tu as le droit à 5 flowcharts gratuits avant de devoir payer. D'autres questions? Eh bien, profitez bien du congrès et de Lille.